Le supermarché était bondé samedi après-midi. De longues files d'attente, des gens fatigués, chacun pressé de rentrer chez lui. Un homme se tenait à la caisse numéro 4, vêtu simplement, une veste usée, un petit panier de provisions, riz, haricots, huile, pain, des produits de première nécessité. Il tapota ses poches, puis il les tapota de nouveau. « Excusez-moi, » dit-il à la caissière. « Je crois que j'ai oublié mon portefeuille. » La femme derrière lui dans la file explosa. « Vous plaisantez ? Certains d'entre nous ont des choses à faire. Poussez-vous. » Le gérant du magasin accourut. « Monsieur, si vous ne pouvez pas payer, vous devez vous écarter. » Tous les regards étaient braqués sur lui. Tous les regards étaient tournés vers lui. Et puis la caissière fit quelque chose d'inattendu. Elle fouilla dans sa poche, en sortit un billet de 20 $ froissés, son argent de poche, son seul argent de la journée, et elle paya ses courses. L'homme la regarda, et ce qu'il fit ensuite plongea le magasin dans un silence de mort. « Je m'appelle Kofi Darrow. Je suis le fondateur et président de Darrow Holdings. Et je suis propriétaire de cet immeuble. Avant de vous raconter la suite, abonnez-vous. Si vous aimez les histoires d'ascension sociale fulgurante et de chute brutale, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car la suite de cette histoire sera légendaire. Revenons au début. Kofi Darrow avait passé 30 ans à bâtir un empire, et un après-midi dans une épicerie allait changer sa vie à jamais. Mais laissez-moi d'abord vous parler de lui. À 52 ans, il était le fondateur et président de Darrow Holdings, un conglomérat d'une valeur de 3,7 milliards de dollars. Immobilier, transport maritime, technologie. Son influence se faisait sentir sur la moitié des immeubles d'Atlanta, mais rien ne le laissait paraître. Contrairement à la plupart des hommes riches, Kofi Darrow ne s'habillait pas en conséquence. Pas de montre de luxe, pas de costume de marque pour faire ses courses, pas de cour à ses côtés. Il portait des vêtements simples, conduisait lui-même et portait ses sacs. « L'argent n'est pas un déguisement », disait son père à Sagal. Un homme qui a besoin que le monde entier voie sa richesse n'a rien d'autre à montrer. Kofi était arrivé en Amérique à 19 ans, en provenance de Saint-Louis, à Sagal. Fils de pêcheur, il n'avait jamais vu d'immeuble de plus de 3 étages. Son père, Baba Darrow, était l'homme le plus sage qu'il ait jamais connu. Un homme discret qui réparait les filets de pêche de ses mains balafrées et qui récitait des proverbes que Kofi ne comprit que des années plus tard. « Mon fils, une rivière ne boit pas sa propre eau. Un arbre ne mange pas ses propres fruits. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Vivre pour les autres est la loi de la nature. » Sa mère, Fatou, vendait du poisson au marché. Elle calculait les prix plus vite qu'une machine et pouvait cerner une personne en 30 secondes. « Regarde comment on traite quelqu'un qui ne peut rien faire pour soi », lui avait-elle dit quand il avait 12 ans. « Voilà qui ils sont vraiment. » Ces mots devinrent sa boussole. Ils le guidèrent dans les difficultés de la création d'une entreprise dans un pays qui ignorait tout de lui. À travers les trahisons, les fausses amitiés, les femmes qui aimaient son argent plus que son âme, à 52 ans, Kofi avait tout, sauf ce qu'il désirait le plus. Une épouse, pas un trophée, pas un arrangement commercial, pas une femme aveuglée par l'argent. Une véritable partenaire, quelqu'un qui aimerait le fils de pêcheur, pas le milliardaire. Il avait essayé. Dieu sait qu'il avait essayé. 3 relations sérieuses en 15 ans, et toutes se sont terminées de la même façon. La première, Céline, était parfaite, belle, intelligente, ambitieuse. Mais quand la compagnie maritime de Kofi a connu des difficultés et qu'il a perdu 200 millions de dollars en un trimestre, elle est partie au bout d'1 mois. Je n'ai pas signé pour l'incertitude. Aena, appelle-moi quand la situation se sera stabilisée. La situation s'est stabilisée. Elle a appelé. Il n'a pas répondu. La seconde, Monique, a duré 2 ans. Chaleureuse, attentionnée, présente, jusqu'à ce qu'Aena découvre qu'elle versait de l'argent à son ex-petite amie par le biais d'une fausse association caritative. 450 000 $ disparus. Confrontée à la situation, elle haussa les épaules. « Tu as des milliards. Tu ne t'en es même pas rendu compte. » La troisième, Adana, était la pire. Elle semblait parfaite, gentille, humble, infirmière bénévole dans des dispensaires gratuits le week-end, jusqu'à ce que Kofi découvre le contrat prénuptial qu'elle rédigeait secrètement avec son avocat. Et avant même qu'il ne la demande en mariage, ce contrat incluait une clause lui garantissant 50 millions de dollars en cas de divorce dans les 5 ans. Elle préparait sa fuite avant même d'avoir commencé. Après que Kofi eut renoncé à le séduire, il se concentra sur son travail, sur les actions humanitaires, sur sa fondation qui construisait des écoles en Afrique de l'Ouest. Mais la nuit, dans sa maison, dans les collines des Druides, une belle maison résonnait d'un vide immense. Il ressentait cette solitude comme un poids sur sa poitrine. Son chauffeur, Sécu,
était le seul à le remarquer. Sécu travaillait pour Kofi depuis 12 ans. Un Sénégal comme lui, loyal, honnête, le genre d'homme qui parlait peu mais voyait tout. Patron, vous avez besoin de quelqu'un. Je t'ai, Sécu. Je suis ton chauffeur, pas ta femme, et je cuisine très mal. Kofi rit, mais son rire s'éteignit aussitôt. Puis, un soir, sa mère appela de 100 louis. Elle avait 81 ans, fragile, mais son esprit était plus vif que jamais. Kofi, mon fils, j'ai rêvé de toi la nuit dernière. Quel genre de rêve, maman? J'ai rêvé que tu étais dans un marché, entouré de nourriture, mais tu avais faim car tu regardais les étals chers. Tu passais devant les petits étals, ceux qui proposaient de vrais produits nourrissants. Maman, je ne comprends pas. Tu cherches l'amour au mauvais endroit, mon fils. Arrête de scruter les galas. Arrête de scruter les salles de réunion. Regarde là où personne d'autre ne regarde. L'amour se cache à la vue de tous. Il l'a toujours fait. Comment saurais-je que je l'ai trouvé? Tu le sauras parce qu'elle te donnera quelque chose qu'elle ne peut se permettre de perdre. Et elle le fera sans qu'on le lui demande. Kofi médita sur ces mots pendant 3 jours. Et le 4e jour, il eut un plan. Le plan de Kofi était simple, d'une simplicité magnifique, presque douloureuse. Il irait dans un endroit ordinaire, s'habillerait simplement, sans portefeuille, sans carte, sans papier d'identité, et il verrait ce qui se passerait. Pas un gala de charité, pas un événement d'entreprise, pas dans ce monde où les gens jouent la carte de la gentillesse devant les caméras, dans une épicerie, l'endroit le plus banal du monde. « Tu veux faire quoi ?» demanda Sik, le fixant du regard. « Je veux faire mes courses sans argent. Patron, vous possédez 14 immeubles. Vous ne pouvez pas. Je veux voir comment les gens réagissent quand un homme n'a pas de quoi acheter du riz et du pain. Sik, je veux voir qui aide et qui juge. » Sik resta silencieux un instant. « Ta mère t'a dit de faire ça, n'est-ce pas? Elle m'a dit de regarder là où personne d'autre ne regarde. Et tu as choisi le supermarché. Quoi de plus banal qu'un supermarché? » Sik soupira. « Quel magasin? Le Fresh Mart sur Cascade Road, dans le sud-ouest d'Atlanta. Un quartier ordinaire. Des gens ordinaires. Et que dois-je faire? Tu attends sur le parking. Tu observes. Tu n'interviens pas, quoi qu'il arrive. Et si quelqu'un te reconnaît, souris. Personne ne prête attention à un homme ordinaire dans un supermarché. C'est tout le but. » Samedi matin, 11h. Kofi s'habilla avec les vêtements qu'il portait habituellement pour jardiner. Un pantalon kaki légèrement froissé, une chemise bleue délavée, une vieille veste marron, des chaussures confortables qui avaient connu des jours meilleurs. Il se regarda dans le miroir. Un homme ordinaire. Personne de spécial. Personne qui mérite un second regard. Parfait. Sécu le déposa à 2 rues du Fresh Mart. Je serai sur le parking. Une berline grise garée à l'arrière. Merci. Je me remercie de ne pas avoir été arrêté pour vagabondage. Kofi se rendit au magasin. Le Fresh Mart de Cascade Road était exactement comme on l'imaginait. Une épicerie de quartier. Ni chic, ni délabrée, juste normale. Portes automatiques, néons, l'odeur du pain frais du rayon boulangerie, des chariots aux roues branlantes. Kofi prit un panier et parcourut lentement les allées. Il prit des choses simples, un sac de riz, des haricots secs, une bouteille d'huile, une miche de pain, des oignons et des tomates. Des produits de base, le genre de choses que sa mère achetait au marché de Saint-Louis. Il se dirigea vers les caisses. Samedi après-midi, le magasin était bondé. Il y avait la queue à chaque caisse. Kofi choisit la caisse numéro 4, et c'est là qu'il les rencontra. Les 2 femmes qui allaient tout changer. Elles s'appelaient Chiaka Uday, et elle vivait déjà la pire journée de sa vie. Shamaka, Mamachi pour ses amis, avait 45 ans. Une femme corpulente, arborant une perruque de luxe, des ongles en acrylique et une mine renfrognée à faire tourner la tête. Directrice régionale d'une chaîne de magasins de produits de beauté, elle gagnait bien sa vie, conduisait au moins une Lexus, portait des marques qu'elle ne pouvait pas vraiment s'offrir et était persuadée, de tout son être, d'être supérieure à tous ceux qui l'entouraient. « Excusez-moi ?» Elle tapota l'épaule de Kenna. « La caisse rapide est par là. Cette file est réservée aux clients qui achètent vraiment quelque chose. » Kofi jeta un coup d'œil à son panier. 6 articles. « Je pense que cette file est suffisante. Vous faites perdre du temps à tout le monde. Certains d'entre nous ont des choses importantes à faire. » Elle avait prononcé « importante » comme une arme, comme si son temps était précieux, et le sien, insignifiant. Kofi resta silencieux. Il se retourna. Chimaka, H. Elle soupira bruyamment, vérifia son téléphone, puis soupira de nouveau. La file d'attente avançait lentement. Le téléphone de Chimaka sonna. Elle répondit en mode haut-parleur à plein volume, au beau milieu du magasin. « Ma chérie, tu ne devineras jamais où je suis. Je fais la queue dans cette épicerie bon marché parce que mon magasin habituel était fermé. Les gens ici, Zara,
Je n'en peux plus. Kofi sentait son regard peser sur lui. Il y a un homme devant moi. On dirait qu'il sort tout droit d'un... Je ne sais même pas d'où il vient. Et il n'en finit plus. Les autres clients se tortillèrent d'inconfort. Un homme âgé derrière Chimaka secoua discrètement la tête. Une mère avec 2 enfants fit semblant de ne pas entendre, mais tout le monde avait entendu. Chimaka s'en fichait. Elle voulait que tout le monde entende. Finalement, Kofi arriva en tête de la file, et c'est là qu'il la rencontra. Son badge indiquait Nana Obi, 26 ans, mince, peau mate, couleur terre fertile après la pluie, cheveux naturels courts et rasés. Pas de maquillage, pas de bijoux, si ce n'est une fine chaîne avec une petite croix. Son visage ne cherchait pas à attirer l'attention, mais la méritait. Des yeux calmes qui remarquaient tout, une bouche douce qui souriait facilement, même quand elle était fatiguée, et elle était toujours fatiguée. Nico cumulait 2 emplois, de 6 H à 14 H. Elle était caissière chez Freshmart. Le salaire minimum, plus quelques heures supplémentaires. De 16 H à 23 H, elle nettoyait des bureaux dans un immeuble commercial du centre-ville. Entre ces 2 emplois, elle suivait des cours du soir de comptabilité pour financer ses études. Il lui restait 2 semestres. Elle vivait dans un petit appartement d'une pièce à East Point, avec son jeune frère Toba, âgé de 16 ans, la raison pour laquelle elle travaillait si dur. Leurs parents étaient décédés dans un accident de voiture 4 ans plus tôt, au Nigeria. Onuguna était aux États-Unis avec un visa de travail. Toba avait été envoyé vivre chez une tante à Lagos, mais sa tante était cruelle. Elle le battait, l'affamait et le traitait comme un domestique. Na avait passé 2 ans et dépensé toutes ses économies pour faire venir Toba légalement en Amérique. Immigration, avocat, paperasse, frais, un processus qui l'avait presque ruiné, financièrement et moralement. Mais elle l'avait fait, car c'est ce qu'on fait pour sa famille. Maintenant, ils vivaient ensemble. Elle travaillait, il étudiait. Elle veillait à ce qu'il ne manque de rien, même quand il ne lui restait plus rien pour elle. Certains jours, elle sautait le déjeuner pour que Toba puisse dîner. D'autres soirs, elle se couchait le ventre vide pour qu'il puisse aller à l'école le ventre plein. Elle ne se plaignait jamais. « Bonjour, monsieur », dit Néa avec un sourire chaleureux tandis que Kofi Daro déposait ses articles sur le tapis roulant. « Bonjour », répondit-elle en commençant à examiner ses courses. « Riz, haricots, huile, pain, oignons, tomates. Vous préparez quelque chose de bon ce soir ?» demanda-t-elle, engageant la conversation comme une personne normale. « J'espère bien. La recette de ma mère, Tibuen. »« Ah, c'est du sénégalais, n'est-ce pas ? Je n'y ai jamais goûté, mais il paraît que c'est délicieux. Tu sais, la nourriture de Sénégal. Je sais que la nourriture, c'est de l'amour. Peu importe d'où elle vient. » Kofi sourit, un vrai sourire, le premier depuis des semaines. Neka termina de scanner. « Votre total est de 2347 $, monsieur. » Kofi fouilla dans la poche de sa veste, puis dans celle de son pantalon, puis dans l'autre poche de sa veste. Son visage changea. D'abord la confusion, puis la gêne. Je crois que j'ai oublié mon portefeuille. Il tapota toutes ses poches, vérifia la doublure de sa veste. Rien. Je suis vraiment désolé. Je l'ai sûrement laissé à la maison. Je n'ai pas d'argent. Derrière lui, Chiamaka explosa. Oh, tu plaisantes. Le magasin sembla retenir son souffle. Tu es sérieux? La voix de Chiamaka fendit l'air comme une machette. Certains d'entre nous attendent dans cette file d'attente depuis 15 minutes et tu n'as même pas d'argent. Le visage de Kofi s'empourpra d'une gêne sincère. Je suis désolé, vraiment. J'ai dû. Doit avoir quoi? Elle devait croire que les courses étaient gratuites. Elle devait croire qu'elle pouvait faire perdre leur temps à tout le monde. Elle se tourna vers les autres clients, les bras grands ouverts, comme pour jouer la comédie. Vous vous rendez compte? Ce type entre comme ça et n'a même pas d'argent pour payer. On se croirait dans un refuge pour sans-abri. Le gérant du magasin, un homme maigre et nerveux nommé Gérald, accourut. Quel est le problème? Cet homme, Chiamaka désigna Kofi du doigt comme s'il était une pièce à conviction. Il n'a pas d'argent. Il bloque toute la file d'attente. Qu'on le sorte d'ici! Gérald regarda Kofi d'un air contrit. Monsieur, si vous ne pouvez pas payer, je vais devoir vous demander de vous écarter. Je vais payer. Tout le monde se retourna. Na, la caissière, elle fouillait déjà dans la poche de son tablier. Elle en sortit un billet de 20 $ froissés et quelques pièces, son argent de poche, le seul liquide qu'elle avait sur elle. Elle avait ce contrat jusqu'à sa prochaine paie, dans 4 jours. Non, tu ne peux pas faire ça. Gérald dit. Le règlement du magasin ne l'autorise pas. Je n'utilise pas l'argent du magasin. J'utilise le mien. Elle posa les 20 $ sur le comptoir et compta la monnaie. 2347 $ exactement.
Elle glissa l'argent dans la caisse et commença à emballer les courses de Kenna. Le magasin se tut. Pas le silence habituel des gens qui vaquent à leurs occupations. Un silence différent. Le silence de ceux qui ont été témoins d'une scène inattendue. Le silence de la honte. Car chaque personne dans la file d'attente, y compris Shamaka, avait vu un homme se débattre. Et aucune n'avait bougé, sauf la caissière, celle qui gagnait le salaire minimum, celle qui ne pouvait pas se permettre de perdre ses 20 $. Elle les lui avait donnés sans hésiter, sans calculer, sans rien attendre en retour. Shamaka rompit le silence la première. « Eh bien, c'était ton argent à gaspiller, je suppose. » Mais certains d'entre nous ne sont pas assez stupides pour jeter de l'argent à des inconnus. Na ne lui répondit pas. Elle termina d'emballer les courses et les tendit à Kofi. « Tiens, Allez-y, monsieur. Bonne soirée. » Kofi la fixa du regard. Il avait déjà été mis à l'épreuve 3 fois par des femmes qui voulaient son argent. Et maintenant c'était au tour d'une femme de le lui donner. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-il doucement. « Faire quoi ? Payer mes courses. Vous ne me connaissez pas. » Na haussa les épaules. Simple, honnête. Vous aviez faim, vous aviez besoin de manger. J'avais de l'argent. Ce n'est pas compliqué, mais c'était votre argent de poche. Il m'est déjà arrivé de sauter le déjeuner. Je survivrai. Elle sourit. D'ailleurs, ma mère disait toujours, on récolte ce que l'on sème. J'y crois. Les yeux de Kofi brûlaient. Il cligna des yeux plusieurs fois. Merci, Neka. De rien, monsieur. Je vais préparer ce tiboutan. Je suis sûr que la recette de votre mère est délicieuse. Il prit ses sacs et se dirigea vers la sortie. Tous les regards du magasin le suivaient. Mais à la porte, il s'arrêta. Il fit demi-tour et retourna à la caisse numéro 4. Tout le magasin le regardait. Chimaka. Elle leva les yeux au ciel. Oh, et maintenant, Kofi posa ses sacs sur le comptoir. Il regarda Na, puis il regarda la caméra de sécurité au-dessus de la caisse. Ensuite, il fouilla dans la doublure de sa veste, dans la poche cachée dont personne ne connaissait l'existence, et en sortit un téléphone très cher. Il appuya sur un bouton. Sik, amène la voiture devant et apporte l'enveloppe. 30 secondes plus tard, une Mercedes classe S noire s'arrêta devant l'entrée du magasin. Sik en sortit, vêtu d'un costume sur mesure, entra et tendit à Kofi une enveloppe en cuir. Un silence de mort s'abattit sur le magasin. L'homme à la veste usée et au pantalon kaki froissé venait de faire venir une Mercedes et un chauffeur en costume. Kofi ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une carte de visite. Il la posa sur le comptoir devant Na. « Je m'appelle Kofi Diallo. Je suis le fondateur et le président de Daro Holdings. » Il marqua une pause. « Je suis propriétaire de cet immeuble. Je suis propriétaire du centre commercial en face. Je possède 14 propriétés commerciales, rien que dans ce quartier. » Il pâlit. Le visage de Chiyamaka. Le gérant du magasin en resta bouche bée. Tous les clients dans la file d'attente restèrent figés. « Je suis venu ici aujourd'hui sans portefeuille exprès. Je voulais voir ce qui se passerait si un homme n'avait pas les moyens de payer son riz et son pain. Je voulais voir qui aiderait et qui jugerait. » Il regarda Shamaka. « Vous avez jugé. » La bouche de Chimaka s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. Puis, il regarda les autres clients. « Vous avez observé. » Ils détournèrent le regard, honteux. Il regarda Na. « Et vous, vous m'avez donné tout ce que vous aviez. » Les mains de Na tremblaient. Ses yeux étaient grands ouverts. « Vous gagnez le salaire minimum. Vous avez 2 emplois. Vous financez vos études. Et quand un inconnu n'avait pas les moyens de payer ses courses, vous n'avez pas hésité. Vous n'avez pas calculé. Vous n'avez pas demandé ce que vous y gagniez. Vous avez juste donné. » Il s'approcha. « Ma mère m'a dit que je reconnaîtrais le véritable amour quand quelqu'un me donnerait quelque chose qu'il ne peut se permettre de perdre et qu'il le ferait sans qu'on le lui demande. » Les larmes montèrent aux yeux de Na. « Vous m'avez donné votre argent de poche pour déjeuner, Na. Le seul argent liquide que tu avais pour 4 jours, pour un inconnu que tu croyais sans le sou. » Le magasin était si silencieux qu'on entendait le bourdonnement des réfrigérateurs. « Ah, ce billet de 20 $ vaut plus pour moi que tous les immeubles que je possède, car il a été donné avec un cœur pur. » Na porta la main à sa bouche, les larmes coulant à flots. Le vieil homme derrière Chiaka se mit à applaudir, puis la mère avec ses 2 enfants, puis le jeune garçon qui emballait les courses au bout du comptoir, puis tout le magasin. Une ovation debout dans une épicerie de Cascade Road. Chimaka, au milieu de tout cela, se sentait toute petite, souhaitant que le sol s'ouvre et l'engloutisse. La vidéo est devenue virale, non pas parce que Kofi le souhaitait, mais parce que quelqu'un dans le magasin avait tout filmé avec son téléphone. Un milliardaire révèle son identité après que la caissière a payé ses courses. 22 millions de vues en 3 jours.
Tous les médias du pays voulaient l'histoire, mais Kofi se fichait de la vidéo et ce qui l'intéressait, c'était la suite. Après les courses, Kofi a posé une question à Nika. « Je peux t'inviter à prendre un café ? J'aimerais entendre ton histoire. » Elle l'a regardé de ses yeux calmes et fixes. « Je ne peux pas. J'ai mon deuxième travail dans 2 heures. Je fais le ménage dans des bureaux en centre-ville. Demain alors ? Je travaille aussi demain. C'est quand ton prochain jour de congé ? » Elle a réfléchi. « Jeudi, je crois. Jeudi. Je viendrai te voir. Dis-moi où. Il y a un petit café sur Jonesboro Road. Rien d'extraordinaire, mais le café est bon et le patron est sympa. Parfait. » Jeudi est arrivé. Kofi est arrivé au café en tenue simple. Pas de Mercedes, pas de Saikou. Il était venu au volant de sa vieille Honda, qu'il gardait justement pour ce genre d'occasion. Nika était déjà là, assise dans un coin, vêtue d'une robe d'été jaune qu'elle avait probablement repassée 3 fois, sa seule tenue élégante. Elle se leva en le voyant. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais. Je n'étais pas sûre que tu serais vraiment là. » Ils sourirent tous les deux. Il s'assit. Elle s'assit, et ils discutèrent pendant 4 heures. Nika lui raconta Enugu, ses parents, l'appel téléphonique qui avait bouleversé sa vie, la police lui annonçant la mort de ses parents sur l'autoroute Lagos-Bénin. « J'étais ici, en Amérique, je travaillais, j'envoyais de l'argent à ma famille, et ils sont morts sur une route que je ne verrai jamais. Je n'ai même pas pu leur dire au revoir. » Kofi lui tendit la main par-dessus la table. Elle ne se dégagea pas. Elle lui parla de Tabena, de sa tante qui le battait, des 2 années de bataille pour l'immigration afin de le faire venir en Amérique. Il a 16 ans maintenant, intelligent, tellement intelligent. Il veut devenir ingénieur. Tu imagines ? Un garçon d'Enugu, un ingénieur en Amérique. Je peux l'imaginer, dis-je, car j'étais moi-même un garçon de Saint-Louis, devenu ouvrier du bâtiment en Amérique. Elle lui raconta comment elle cumulait 2 emplois, les cours du soir, les jours où elle ne mangeait rien pour que Toba puisse se gaver. « Pourquoi la comptabilité ?» demanda Kofi. « Parce que les chiffres ne mentent pas, ce sont les gens qui mentent. Les chiffres disent la vérité. Je veux construire quelque chose d'honnête un jour, une entreprise où les chiffres sont propres et où les gens sont traités équitablement. » Kofi la fixa. Cette femme, cette caissière payée au salaire minimum, qui nettoyait des bureaux la nuit, qui sautait des repas pour son frère et qui avait donné ses derniers 20 $ à un inconnu, elle avait un rêve, et un beau rêve. « Nika, il faut que je te dise quelque chose. » « Quoi ? Ce jour-là, au magasin, je n'ai pas oublié mon portefeuille. » Elle le regarda. « Je sais. Tu sais, je me doutais bien, quand tu as sorti ton téléphone de ta veste, que cette poche était bien fermée. Celle du portefeuille aussi, sans doute. Et tu n'es pas fâché. Pourquoi le serais-je ? Tu cherchais quelque chose d'authentique. Je comprends. La plupart des gens seraient furieux. La plupart des gens n'ont pas grandi en voyant leur mère vendre du poisson au marché. Ma mère pouvait déceler un mensonge à des kilomètres à la ronde. Mais elle m'a aussi appris que parfois, les gens te mettent à l'épreuve parce qu'ils ont souffert. Et la seule réponse à une épreuve, c'est d'être soi-même. Ta mère était sage. Elle était poissonnière à Enugu. Mais elle connaissait les gens mieux que quiconque, même avec un diplôme. Elles ont ri toutes les deux. Et dans ce petit café de Jonesboro Road, autour d'un café bon marché et d'une conversation sincère, quelque chose de vrai est né. Tandis qu'une belle histoire se développait entre Kofi et Na. Quelque chose de terrible arrivait à Chiyamaka. La vidéo virale l'avait identifié. Une femme impolie humilie un pauvre homme dans une épicerie. Elle ignore qu'il est milliardaire. Son visage, sa voix, ses paroles, tout a été capturé en haute définition. Certains d'entre nous ont des obligations. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un refuge pour sans-abri ? Certains d'entre nous ne sont pas assez stupides pour donner de l'argent à des inconnus. Internet était impitoyable. Son nom a été en tête des tendances sur Twitter pendant 2 jours. Son employeur a reçu des centaines de plaintes. Ses réseaux sociaux ont été inondés de commentaires haineux. Elle a tenté de se défendre. Elle a publié une vidéo. Larmes, excuses, explications. J'avais une mauvaise journée. Ce n'est pas moi. Je suis une bonne personne. Je vais à l'église tous les dimanches. Personne ne l'a cru car la vidéo du magasin montrait exactement qui elle était et non une personne qui passait une mauvaise journée. Quelqu'un qui, en voyant un homme en vêtements usés, l'a jugé inhumain. Son employeur, la chaîne de magasins de produits de beauté, l'a convoqué. Chiyamaka, le conseil d'administration, a examiné la situation. Compte tenu de la réaction du public, compte tenu de votre comportement et des dommages causés à notre image de marque, nous résilions votre contrat avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas me licencier pour une vidéo prise dans un supermarché. Si, nous le pouvons et nous le faisons. Votre comportement est incompatible avec les valeurs de notre entreprise. Des valeurs,
J'ai passé 7 ans dans cette entreprise, et en 30 secondes, vous avez révélé au monde entier votre vrai visage. Elle a été escortée hors du bâtiment. Sa Lexus, la moins chère, a été saisie 2 semaines plus tard, faute de paiement. Ses amis, les Zara et les fêtards, ont disparu plus vite que son salaire. En un mois, Chimaka est passée de responsable régionale à chercheuse d'emploi. Personne ne voulait l'embaucher car, à l'ère d'Internet, le pire souvenir reste gravé à jamais. Mais l'histoire n'était pas terminée, ni pour Chimaka, ni pour personne d'autre, car le destin avait encore une leçon à lui apprendre. 6 mois plus tard, tout avait changé. Kofi et Na avaient pris leur temps, sans précipitation, sans pression, sans grand geste, juste 2 personnes qui apprenaient à se connaître. Il venait la voir dans son café tous les jeudis. Parfois, ils discutaient. Parfois, ils s'asseyaient simplement ensemble et lisaient. Il n'a jamais cherché à l'accabler d'argent, jamais envoyé de cadeaux coûteux, jamais tenté de la changer, car elle était exactement comme il l'aimait. Mais il a fait 3 choses. Premièrement, il a payé les 2 derniers semestres d'études de Na, non pas comme un cadeau, mais comme un prêt. Je ne suis pas une charité. Ah, Ia, je sais, c'est pour ça que c'est un prêt. Rembourse-moi quand tu seras un comptable prospère, et si je ne peux pas te rembourser, cuisine-moi du tibuin, on sera quitte. Elle a ri, puis elle a accepté. Deuxièmement, il a créé un fonds de bourse pour Tabena, une bourse complète, dans n'importe quelle université où il pourrait être admis. Quand Tena l'a appris, il s'est assis à la table de la cuisine et a pleuré. « Ma sœur, c'est vrai, Toby. Je vais devenir ingénieur. Tu pourras devenir ce que tu voudras. » Troisièmement, et c'était le geste le plus important, Kofi a mis Enna en contact avec le service comptable de son entreprise. Pas comme une employée, comme une protégée. Je ne veux pas te donner un emploi, je veux te transmettre des connaissances. Ainsi, lorsque tu lanceras ta propre entreprise, tu sauras exactement ce que tu fais. Tu crois que je peux créer ma propre entreprise? Non, tu as donné tes derniers $20 à une inconnue. Une femme avec un tel cœur peut tout accomplir. Neka a obtenu son diplôme de cours du soir 4 mois plus tard, major de sa promotion. Kofi était au premier rang, sec à côté de lui. Toba, de l'autre côté, applaudissait si fort que ses mains en sont devenues rouges. Après la cérémonie, Kofi a emmené Na dîner. Pas un restaurant chic. Le même café sur Jonesboro Road, le même coin, le même café bon marché. Pourquoi ici? Demanda Na. Tu pourrais m'emmener n'importe où dans le monde, parce que c'est ici que tu es devenu réel pour moi. Ce coin, ce café, c'est ici que je suis tombée amoureuse de toi. Les yeux de Na brillaient. Kofi Daro, je n'ai pas fini. Il fouilla dans sa poche. J'ai fait faire une bague sur mesure, mais ce n'est pas un diamant. Elle n'est pas chère. Il ouvrit la boîte. Une simple alliance en or, fine, élégante. J'avais fait graver quelque chose à l'intérieur. Elle regarda la gravure. $2347, le montant exact qu'elle avait payé pour ses courses. Ce chiffre a changé ma vie, dit Kofi. $2347 donnés par une femme qui n'avait rien à un homme qu'elle croyait démuni. C'est la transaction la plus importante de l'histoire de mon entreprise. Des larmes coulèrent sur le visage de Na. Veux-tu m'épouser, Na? Pas le milliardaire, pas Daro Holdings. Moi, Kofi Daro, le fils de pêcheur de Saint-Louis qui a oublié son portefeuille dans une épicerie. Elle rit à travers ses larmes. Tu n'as pas oublié ton portefeuille. J'ai trouvé mieux. Oui, murmura-t-elle. 1000 fois, oui. Il glissa la bague à son doigt. Et dans ce petit café sans caméra, sans public, sans mise en scène, 2 personnes qui avaient passé leur vie à chercher l'authenticité l'avaient enfin trouvée. Mais l'histoire n'est pas terminée. Vous vous souvenez de Shamaka? 3 mois après les fiançailles, Néa travaillait derrière le comptoir de Freshmart. Elle avait gardé son emploi malgré tout. Même après que Kofi lui ait dit « Tu n'as plus besoin de travailler ici », Kofi avait répondu « Je sais, mais c'est à cette caisse que je t'ai rencontré. Je ne suis pas encore prête à partir. » Un mardi après-midi, une femme entra. Elle avait changé. Plus de perruques de luxe, plus d'ongles en acrylique, plus de Lexus de location sur le parking, des vêtements simples, des yeux fatigués, le regard de quelqu'un que la vie avait éprouvé. Chiamaka. Elle parcourut lentement le magasin, prit quelques articles, du riz, des haricots, du pain, des produits de base. Arrivée à la caisse numéro 4, elle se figea car Na était derrière le comptoir et leurs regards se croisèrent. Le visage de Chiamaka se décomposa. Je ne savais pas que tu travaillais encore ici. Ici, oui, silence. Chimaka posa ses articles sur le tapis roulant. Neka les scanna. Votre total est de $14,82. Chimaka ouvrit son sac à main et compta soigneusement son argent. Il lui manquait $3.
Elle commença à remettre le pain en rayon. Je vais juste, je n'ai pas besoin du pain. Neka fouilla dans la poche de son tablier, la même poche. Elle en sortit un billet de 5 $ et paya la différence. Jamaka la fixa. Pourquoi? Sa voix se brisa. Après ce que je t'ai dit, après ce que je t'ai dit, après tout ce que j'ai fait, pourquoi m'aiderais-tu? Neka sourit. Le même sourire chaleureux, calme et sincère qu'elle avait adressé à Kofi 6 mois plus tôt. Parce que tu as faim, tu as besoin de manger, j'ai de l'argent. Ce n'est pas compliqué. Les mêmes mots que Shimaka avait prononcés résonnèrent à la caisse numéro 4. Les larmes coulaient sur son visage. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je suis tellement désolée. J'ai été horrible. J'étais tout ce qui n'allait pas dans ce monde. Et toi, tu es tout ce qui va bien. » Na tendit la main par-dessus le comptoir et lui prit la sienne. On a tous des mauvais jours. Certains d'entre nous traversent des années difficiles. Mais il n'est jamais trop tard pour changer, ma sœur. Jamais. Chimaka prit ses courses et quelque chose d'autre. Une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Kofi et Na se marièrent 3 mois plus tard. Pas au Ritz-Carlton, pas lors d'un gala, mais au Fresh Mart de Cascade Road. Ils louèrent le magasin pour un dimanche soir, poussèrent les étagères, installèrent des chaises entre les rayons et suspendirent des guirlandes lumineuses au plafond. La liste des invités comptait 50 personnes. Les employés du magasin, les clients habituels, Toba, Seiko et le vieil homme qui avait lancé les applaudissements ce jour-là. Et c'est derrière la caisse numéro 4 que tout a commencé et que Na a prononcé leurs vœux. Kofi, je t'accepte comme épouse. Je ne te promets pas de diamants. Je te promets du riz, des haricots et du pain. Je te promets ce qui compte vraiment. Je te promets la vérité. Je t'accepte comme mari. Je promets d'aimer le fils du pêcheur, pas le milliardaire. Je promets d'avoir toujours 2347 $ en poche, au cas où. Tout le monde a ri. La mère de Kofi regardait en visioconférence depuis Saint-Louis. Elle pleurait. « Maman, pourquoi pleures-tu ? Parce que c'est elle, celle de mon rêve. La petite échoppe où l'on trouve de quoi se nourrir. Tu as enfin cessé de passer devant sans t'arrêter. » Toba était le témoin, et son discours a fait sensation. Ma sœur cumule 2 emplois. Elle a sauté des repas pour que je puisse manger. Elle s'est battue pendant 2 ans pour que je puisse venir en Amérique. Et quand un inconnu n'avait pas les moyens de payer ses courses, elle n'a pas hésité une seconde. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est sa nature. Et si cet homme est assez intelligent pour le comprendre, alors il la mérite. Une ovation debout dans une épicerie. L'année suivante, Na a créé son propre cabinet comptable, OB Financial Service. Son premier client était une petite épicerie sur Cascade Road. Elle ne leur a jamais facturé. Quant à Chiamaka, elle a trouvé un nouvel emploi, un poste modeste de caissière dans un autre Fresh Mart. Elle ne s'est plus jamais plainte d'un client. Certaines leçons prennent du temps, mais celles qui font le plus mal restent gravées. Et la leçon de cette histoire, une rivière ne boit pas sa propre eau, un arbre ne mange pas ses propres fruits, le soleil ne brille pas tout seul. Et la personne la plus riche n'est jamais celle qui a le plus gros portefeuille, mais celle qui a le plus grand cœur. Souvenez-vous-en, la prochaine fois que quelqu'un devant vous n'a pas d'argent, ne le jugez pas, aidez-le, car on ne sait jamais qui observe, ni ce que ces 20 $ peuvent valoir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications, car chaque conte a une leçon à nous apprendre, et les contes africains modernes n'oublient jamais.